Alors, en décrivant les styles de son célèbre ami, Maxime Ducamp a fait la fameuse déclaration suivante. On a dit de Flaubert qu'il était un réaliste, un naturaliste. On a voulu voir en lui une sorte de chirurgien des lettres disséquant les passions et faisant l'autopsie du cœur humain. Il était le premier à en sourire. C'était un lyrique. On était arrivé à cette théorie que le mot harmonieux était toujours le mot juste. Alors, fin de citation. Bien entendu, il est aisé de relever la contradiction entre cette réaction de Flaubert et la profession de foi qu'il a prononcée à maintes reprises, soit sa proclamation en faveur d'une littérature rigoureusement objective. Le grand art est scientifique et impersonnel, a-t-il affirmé catégoriquement à George Sand. Néanmoins, chez Flaubert, les efforts persévérants pour résister à un penchant assez prononcé ont pu mener à une écriture romanesque réformée en ce qui a trait à la structuration narrative, notamment, aux stratégies discursives, bien sûr, et au traitement thématique. Chez d'autres contemporains, toutefois, les tentatives pour se défaire d'influences persistantes ou pour conjuguer ces dernières avec une écriture renouvelée se sont avérées beaucoup plus hésitantes et complexes, parfois même laborieuses et quelque peu malhabiles. Bien, dans la deuxième moitié du Second Empire, de par les rapides mutations sociopolitiques et socioculturelles qui s'y sont opérées, ont permis d'une part la montée rapide du réalisme en littérature, d'autre part le développement formidable de la presse et le nouvel élan donné au roman feuilleton ont favorisé la survivance de certaines pratiques scripturales établies, des procédés qui ont manifestement apposé leur sceau sur l'œuvre de nombreux jeunes romanciers. Il s'en suivit un fascinant métissage des influences dont l'origine est multiple. À part les causes qui ont été mentionnées, il y aurait d'abord l'assouplissement graduel de la censure à compter du début des années 1860, qui a encouragé plusieurs romanciers à rendre plus réaliste, entre guillemets, la peinture de leur milieu, sans que cette nouvelle dimension n'éclipse une perspective préexistante. En second lieu, les exigences éditoriales des revues et des journaux anciens et nouveaux ont contraint les écrivains à nuancer les observations trop fidèles de leur milieu. D'où le recours à certaines stratégies narratives et discursives issues des traditions romantiques et feuilletonesques. Enfin, d'autres romanciers ont voulu s'affranchir tout simplement d'habitudes tenaces en cherchant à moderniser leur écriture ou en suivant, sciemment ou non, les préceptes d'une idéologie nouvelle. Dans ces communications, il s'agirait d'examiner les caractéristiques narratives et discursives ainsi que l'exploration thématique qui se manifeste dans le roman hybride, entre guillemets, à défaut de mieux, et ce, dans le but d'en décrire le fonctionnement et les effets. Le corpus comprend une œuvre bien connue, à savoir Dominique de Fromentin, et des textes beaucoup plus confidentiels. Là, on parle des romans de jeunesse de Zola, en l'occurrence La Confession de Claude et Le vœu d'une morte, ainsi que Monsieur de Camors d'Octave Feuillet. Il sera également pertinent de porter un regard assez rapide, il faut le dire, sur la réception des textes en question, afin de dégager la dialectique qui a souvent conduit la critique à déconsidérer ces œuvres métissées en raison de certaines maladresses de composition ou de leur nature inclassable. Alors, le Dominique de Fromentin, à y regarder de près, est un roman singulier à bien des égards, notamment par l'ambiguïté fondamentale qui caractérise le discours et les descriptions. Il serait même possible de considérer ce récit comme un leurre savamment mis en place pour faire croire à une réforme du caractère, alors qu'il s'agirait, de la part du protagoniste, d'un simulacre de repentir, masquant une volonté tenace pour sauvegarder un caractère. Dès le prologue, le lecteur est entraîné dans une très longue confession au moyen de laquelle le personnage de Dominique paraît s'infliger une peine expiatoire en faisant montre d'une profonde humilité. À l'inverse, on pourrait y voir une sacralisation d'un tempérament primordial. Je vais citer en fait le début du texte. « Certainement, je n'ai pas à me plaindre, car, Dieu merci, je ne suis plus rien, à supposer que j'ai jamais été quelque chose. Et je souhaite à beaucoup d'ambitieux de finir ainsi. J'ai trouvé la certitude et le repos,
ce qui vaut mieux que toutes les hypothèses. Je me suis mis d'accord avec moi-même, ce qui est la plus grande victoire que nous puissions remporter sur l'impossible. Enfin, d'inutile à tous, je suis devenu utile à quelques-uns, et j'ai tiré de ma vie, qui ne pouvait rien donner de ce qu'on espérait d'elle, le seul acte peut-être qu'on n'en attendit pas, un acte de modestie, de prudence et de raison. Je n'ai donc pas à me plaindre. Fin de citation. Manifestement, le repentant est décidé à convaincre son confident de l'authenticité de sa conversion. À l'analyse de ce discours, force est d'admettre que Dominique y emploie des termes et des formules si ambivalents qu'il est permis de douter de l'exactitude, voire de la véracité de son témoignage. Le ton, un autre mystère difficile à percer dans ce passage, semble dénoter un balancement entre l'abnégation et la résignation des abusés. Les déclarations sévères et sans nuance telles que « je ne suis plus rien » et « ma vie qui ne pouvait rien donner de ce qu'on espérait d'elle » sont encadrées par la répétition « je n'ai pas à me plaindre », si bien que l'image de la paix intérieure prend l'aspect d'une fragile quête spirituelle ici. Ce discours déroutant et parfois discordant rythme tout le roman tel un leitmotiv, tandis que la matière lyrique est subtilement altérée par une vision désolante du réel qui se brouille à chaque instant. Dans les descriptions de la nature, entre autres, un procédé analogue est souvent mis en œuvre comme stratégie pour désorienter le confident et le lecteur ou comme méthode d'auto-persuasion élaborée par le protagoniste. Lors d'un séjour effectué par Dominique au Tremble, auprès de son idole Madeleine, la mer, qui est située à proximité, offre au héros un panorama saisissant, quoique équivoque. Alors je cite. « Quelquefois le soleil se couchait, que nous étions encore assis sur la côte élevée, occupés à regarder mourir à nos pieds les longues houles qui venaient d'Amérique. Des navires passaient tout empourprés des lueurs du soir. Des feux s'allumèrent à fleur d'eau. Soit la vive étincelle des phares, soit le fanal rougeâtre des bateaux mouillés en rade, ou le feu résineux des canaux de pêche, et le vaste mouvement des eaux, qui continuait à travers la nuit et ne se révélait plus que par ses rumeurs, nous plongeait dans un silence où chacun de nous pouvait recueillir un monde incalculable de rêveries. » Fin de citation. Cette scène, tout à la fois rêveuse et érotique, incandescente et sombre, forme l'image d'une innocence perdue ainsi que d'une tentative résolue pour dissiper des impressions envahissantes et pour surmonter des penchants. Ici, il ne s'agit pas précisément d'un mouvement d'hésitation devant un spectacle éblouissant et déconcertant, mais d'un puissant mouvement vacillatoire qui s'impose à Dominique et qui le maintient dans une incertitude angoissante. Cela dit, ce flottement continuel constitue un important agent catalyseur de la songerie, le héros étant constamment assiégé de souvenirs nostalgiques. Mais c'est dans le dénouement de Dominique que l'on aperçoit le plus distinctement les marques d'une hybridité qui concourrait à fausser la perspective. Dans cet épilogue où le héros a achevé sa confession, mais où il monopolise toujours la parole, le confident a été si bien séduit par l'histoire de Dominique qu'il paraît entièrement convaincu de la métamorphose de celui-ci. Alors, je cite, « Cette abondance avec cette paix, cet accomplissement dans le bonheur, tout cela formait, après notre entretien, une conclusion si noble, si légitime et si évidente que je pris le bras de Dominique et je le serrai plus affectueusement encore que de coutume. » Fin de citation. Le narrateur voit dans la pensée et les sentiments de Dominique l'exemple concret d'un rythme régulier et harmonieux qui arrive à poétiser cette existence quotidienne prosaïque. Alors je cite, « Il y avait dans son esprit, de Dominique, un mouvement d'idées qui se continuait. » Et comme s'il eût voulu s'expliquer plus clairement sur des résolutions qui ne se manifestaient d'ailleurs d'elles-mêmes, il reprit encore lentement et sur un tout autre ton. Fin de citation. L'esprit d'humilité et de repentir qui paraît habiter ce sage cultivateur a visiblement modifié le point de vue du confident, qui est singulièrement impressionné par l'espèce de sérénité mélancolique de Dominique, une sérénité affichée au moins d'énoncés équivoques qui semble
une marque de modestie et de tempérance aux yeux du destinataire de la confession. En somme, la parole de Dominique, en évoquant simultanément un romantisme assagi et un réalisme indécis, participe d'un métissage d'influences qui produit une œuvre où est cultivée une subtile ironie. Bien, alors passons à Zola. À la fin de sa carrière, Zola, dans une lettre à Mirbeau pour le remercier de son article chaleureux sur fécondité, déclara « Voici 40 ans que je dissèque. Il faut bien permettre à mes vieux jours de rêver un peu. » Fin de citation. À la vérité, le père du roman naturaliste n'a jamais complètement renoncé à cette disposition contemplative. Et la Confession de Claude et le vœu d'une morte, publiés en 1865 et 1866 respectivement, constituent un terreau fertile pour la manifestation de l'hybridation romanesque. Voilà. Après les poésies de jeunesse et les contes à Ninon, des créations d'inspiration romantique, sans aucun doute, Zola a cherché à tempérer ses ardeurs juvéniles, voire à y renoncer, non seulement en vertu de son admiration nouvellement professée pour Taine et Claude Bernard, mais de sa détermination à échafauder une doctrine inédite. Toutefois, des habitudes bien enracinées ont compliqué l'adoption de nouvelles pratiques d'écriture. La Confession de Claude raconte l'histoire navrante d'un jeune poète provençal venu dans la capitale pour y acquérir la gloire. Vivant dans l'illusion et l'indigence, Claude nourra une liaison avec une courtisane nommée Laurence, qu'il essaiera sans succès de racheter par l'amour. Plus tard, au moment où il s'éloignera de Laurence, Claude tombera amoureux d'une grisette nommée Marie, qu'il transformera mentalement en Vestale au moment où elle sera mourante. À partir d'un schéma narratif et de thèmes assez souvent explorés, l'auteur a tenté de créer une œuvre où ces nouvelles influences possèdent malgré tout une capacité agissante. Ceci dit, Zola doutait sérieusement du résultat de sa démarche, avouant même 2 mois après la parution de la Confession de Claude que son roman, je le cite, contient encore bien des enfantillages. L'élan manque par instant, l'observateur s'évanouit et le poète reparaît, un poète qui a trop bu de lait et mangé trop de sucre. Fin de citation. Puisque ce texte a été rédigé en 2 temps, c'est-à-dire un premier jet en 1862-63 et suivi d'un remaniement en 1865, il a indéniablement subi l'ascendant d'un esprit contemplatif qui s'harmonise malaisément avec une volonté d'objectivation de l'écriture. Contrairement à l'hybridité dans Dominique, qui s'instaure au moyen d'une habile association de 2 visions divergentes, le métissage dans le premier roman de Zola prend la forme d'une alternance d'épisodes lyriques et de scènes d'un réalisme assez descriptif. En ce sens, les efforts pour réconcilier 2 pratiques d'écriture ou 2 perspectives sont apparents dans le roman dans la Confession de Claude. Par exemple, dans une scène où Claude et Laurence sont en route pour Fontenay-aux-Roses, le couple passe par Montrouge, où s'accumulent les immondices de la capitale. Alors, je le cite ici, ces champs défoncés et boueux sont frappés d'éternelle désolation, de misère, de lugubre poésie. Ça et là, le sol noir bâille affreusement, montrant comme des entrailles ouvertes d'anciennes carrières abandonnées, blafardes et profondes. Les terres ont je ne sais quel aspect sordide et sont couvertes de débris sans nom. Tout est cru à l'œil, les terrains noirs, les pierres blanches, le ciel bleu. Le paysage entier avec son aspect maladif et ses plans brusquement coupés, ces plaies béantes à la tristesse indicible des contrées que la main de l'homme a déchirées. Fin de citation. Une fois que les jeunes amants se sont fondus dans les paysages idylliques de Fontenay, l'optique et le discours sont profondément modifiés, ce qui traduit évidemment des influences plus anciennes. Alors je cite, « La verdure était née de la veille, elle avait des fraîcheurs, des innocences de vierge. Les jeunes feuilles, pâles et tendres, en masse claire, semblait une dentelle légère et délicate posée sur le grand voile bleu du ciel. C'était une chanson universelle, une gaieté fraîche, caressante. La campagne enfant, verte et dorée, sous le large horizon d'azur, riait dans la lumière, ivre de sève, de jeunesse et de virginité. Et au milieu de cette jeunesse, de cette virginité,
courait Laurence en pleine lumière, en pleine sève. Tout son être s'éveillait dans cet éveil de la terre. Comme la terre, elle redevenait vierge, la saison étant douce. » Fin de citation. Donc, ces brusques mouvements alternatifs ont le plus souvent déconcerté les contemporains de Zola. Le redoutable Barbé d'Aurevilly, pour qui la confession de Claude est l'histoire d'un, je cite, d'un jeune drôle qui raffole de l'idéal au point de se fourrer le nez dans la boue pour le trouver mieux. Fin de citation. Cette œuvre est le produit d'une nouvelle génération de romanciers déliquescents et inaptes à l'écriture. Je cite encore une fois Barbé. Sous prétexte d'azur, de lumière, de virginité adorée, mais inaccessible, on se permet les détails les plus dégoûtants qu'une plume réaliste ait écrits encore, et on brasse voluptueusement pendant 320 pages, ce que Cambronne, plus concis, jetait à un seul mot la tête de l'ennemi. Fin de citation. Bien entendu, ces changements radicaux de perspective aggravent les rechutes de Claude lui-même, du personnage, lorsqu'il est obligé de retrouver la tristesse de son existence urbaine. En raison de ces balancements continuels et à ces retours inéluctables au prosaïsme, le héros en arrive à renforcer ses dispositions primordiales dans le but de sauvegarder son individualité. À partir de cet instant, la dualité antagonique entre idéalisme fondamental et réalisme imposé s'exprime par des efforts inlassables de la part de Claude pour transformer mentalement son entourage. Ce conflit s'étend à son discours, dans lequel les images ambiguës et contrastantes et la peur de la dénaturation apparaissent au grand jour, notamment lorsque Claude est en présence d'une Marie mourante. Je cite. « Je regarde Marie. La fièvre épure sa chair de jour en jour. Elle rajeunit. Elle devient petite fille dans l'épuisement de son sang. Son visage profondément creusé exprime un désir ardent, celui du néant du repos. Les yeux ont grandi, les lèvres pâles restent entr'ouvertes, comme pour faciliter le passage au souffle suprême. Elle attend, résignée, presque souriante, ignorante de la mort, de même qu'elle a été ignorante de la vie. » Fin de citation. Cette tentative pour sanctifier une souffrance assez cruelle se reconnaît non seulement dans la certitude d'une manifestation thaumaturgique, mais dans une langue hésitante qui ambitionne de décrire objectivement une réalité douloureuse en train de se sublimer. Mais c'est surtout l'épilogue surprenant du roman, où le héros paraît s'être débarrassé de ses illusions de pureté en poursuivant des rêves familiers, qui a attiré à Zola les critiques les plus sévères. Ce dénouement fait donc de la Confession de Claude un texte essentiellement inclassable. La vision utopique qui a conduit à l'échec des projets du héros est présentée comme rédemptrice, d'autant qu'elle permet à Claude de retrouver son imagination juvénile, et ce, lorsqu'il se résout à retourner en Provence. En définitive, le mélange d'influences discordantes qui se forme dans le premier roman de Zola représente l'une des configurations les plus courantes de l'hybridation, ou l'une des plus courantes, l'hybridation romanesque dans les années 1860, tandis que le métissage sert à opérer une transition vers une littérature formellement réaliste ou naturaliste. Un croisement d'influences semblables s'opère dans le deuxième roman de Zola, Le vœu d'une morte. En l'occurrence, l'hybridation ne se décèle que dans quelques épisodes de cette œuvre racontant l'histoire d'un orphelin, Daniel Rimbaud, qui est recueilli par une jeune et vertueuse aristocrate nommée Blanche de Rionne. Après la mort de cette dernière, le protagoniste se fait l'ange gardien de Jeanne, la fille de Blanche. Le vœu d'une morte représente une véritable pierre d'achoppement pour la critique et est sans doute le roman de Zola le moins étudié et le plus décrit aussi. Dans ce texte imprégné de pathos et d'angélisme, l'auteur a été évidemment soumis à des contraintes éditoriales. Bien que la majeure partie du vœu d'une morte soit enveloppée d'une aura mystico-lyrique, Zola a tâché d'intégrer des éléments du déterminisme biologique dans le phénomène de l'éveil des désirs chez Daniel Rimbaud. Par exemple, dans une scène où le héros, qui est amoureux de Jeanne, se trouve vivement frustré par l'absence de réciprocité dans les sentiments. Alors, je cite. « Alors la bête humaine se réveilla au fond de son être, et il eut une crise effrayante de désespoir et de folie. Daniel se révoltait enfin. Sa chair criait. Son cœur refusait le sacrifice. Il ne pouvait se décider à s'en aller ainsi.
Il s'était toujours effacé. Il avait vécu dans l'ombre. Il avait plié son être et se condamnant au silence. Il lui fallait une suprême récompense. Il ne se sentait pas la vertu de se dévouer encore, de mourir sans se révéler, sans crier ses amours et ses abnégations. Fin de citation. Dans l'univers assez bienséant qui s'est constitué dès l'ouverture du roman, ce sang bouillonnant apparaît de manière tout à fait imprévue et façonne une image confuse du tempérament de Daniel, ainsi que du rôle qu'occupent les manifestations psychosomatiques dans l'évolution des caractères et dans la conduite de l'intrigue. Encore une fois, on y a vu une maladresse patente à l'intérieur d'un récit qu'on a d'ordinaire qualifié de médiocre, voire très médiocre, ce qui en a amené plusieurs à prononcer un verdict très sévère. Donc, je cite « Manichéisme des personnages, rebondissement de l'action, pathétique, bon sentiment, mépris souverain de la vraisemblance. Tout y est. Il s'agit d'émouvoir les mansardes et les chaumières. Rien de plus vraiment dans ce livre. » Fin de citation. Il apparaît qu'avec le vœu d'une morte, la marge de manœuvre de Zola était si étroite que ses efforts sporadiques pour intégrer le réalisme à son roman ont créé une hybridation assez étrange qui laisse forcément le lecteur perplexe. Dans la Confession de Claude, l'alternance entre exubérance lyrique et réalisme descriptif traverse l'œuvre, tandis que dans le vœu d'une morte, les descriptions de phénomènes biologiques paraissent avoir été incorporées au texte en tant que tentative timide pour échapper aux contraintes devant lesquelles l'auteur devait se plier. Ainsi, l'immatérialisme est mis nettement en évidence dans les dénouements, alors que le protecteur de Jeanne, ayant accompli sa mission providentielle, arrive à réprimer tous ses instincts et à entamer son passage vers l'au-delà. Daniel, je cite, « Daniel s'arracha de l'humanité et remonta dans sa sphère d'amour infini et absolu. Rien ne parlait plus dans sa chair meurtrie, il était tout âme. » Fin de citation. Tout comme dans la Confession de Claude, le triomphe d'une vision particulièrement idéalisante et, selon certains, particulièrement naïve, a été perçu comme l'œuvre d'un dilettante qui méprise les règles de base de l'écriture romanesque. Dans le cas du vœu d'une morte, la question des contraintes imposées à l'auteur constitue une variable significative dans l'apparition d'un certain métissage, des obligations dont d'autres écrivains ont dû faire face à l'époque du Second Empire, bien entendu. Bien, alors passons maintenant à un romancier et dramaturge presque totalement perdu de vue, à savoir Octave Feuillet. Le cas de Feuillet est particulièrement intéressant dans la mesure où il a été célèbre pendant plusieurs décennies, même très célèbre, jusqu'à ce que son œuvre tombe brusquement dans l'oubli. Auteur prolifique, Feuillet s'est d'abord fait le continuateur d'une tradition bien établie, avant de parcourir de nouveaux horizons romanesques. Son roman « Monsieur de Camors », publié en 1867, est souvent considéré comme son chef-d'œuvre. C'est l'histoire d'un mondain froid, calculateur, élitiste et misogyne qui ambitionne de briller en politique tout en accumulant la richesse. En tant qu'arriviste endurci, Louis de Camors entretient également plusieurs relations amoureuses sans lendemain, dont un mariage désastreux. Le parcours du héros est tracé pour l'essentiel par un père sans scrupules qui, avant de s'enlever la vie, laisse à son fils une lettre qui établit pour celui-ci un programme implacable de conquête de la société. Louis est malgré tout un personnage plus complexe que ne le laissent entendre ses données initiales. Quoiqu'il soit férocement ambitieux, il est aussi un désabusé qui souffre d'un ennui insondable. En ce sens, il descend manifestement de ces désœuvrés romantiques qui sont aux prises avec un mal indéfinissable. Il se trouve donc dans Monsieur de Camors des scènes quelque peu pathétiques où Louis pose des gestes expansifs, tantôt spontanés, tantôt affectés. J'en ai un exemple ici. Alors je cite. « La pièce voisine était la salle à manger, faiblement éclairée par une lampe suspendue. Madame Lescande y vit Camors à demi couché sur le parquet, sanglotant follement et battant du front les barres d'une chaise qu'il étreignait de ses bras désespérés. Elle s'assit près de lui, laissa son cœur éclater et pleura silencieusement. Il se traîna jusqu'à elle, prit le bas de sa robe qu'il couvrit de baisers, et dès que sa poitrine soulevée et ses lèvres tremblantes lui permirent d'articuler un mot,
Ah, cria-t-il, pardon, pardon, pardon. Ce fut tout. Il se releva et partit. Elle entendit l'instant d'après le roulement de la voiture qui s'éloignait. Fin de citation. Alors, la conduite et les paroles de Louis de Camors sont une suite de contradictions qui parviennent à berner un certain nombre de personnages, je devrais dire, y compris le héros lui-même. Dans ces rares moments d'introspection, Louis semble remettre en question ses actions et son discours incohérent, mais sa nature paradoxale n'en est pas modifiée pour autant. Feuillet se sert fréquemment du changement de registre et de ton dans M. de Camors pour mettre en relief non seulement l'inconséquence du caractère de Louis, mais les aberrations qui sautent aux yeux dans la haute société, la politique et le milieu des finances. De surcroît, la recherche d'une voie mitoyenne et d'une harmonie aboutit rapidement à un constat d'échec chez Louis. Je cite. « Il se demanda douloureusement s'il n'y avait pas de milieu entre la terreur et l'inquisition, et s'il fallait être en ce monde un fanatique ou rien. Il chercha quelque opinion intermédiaire constituée avec la force et la cohésion d'un parti, et il ne l'a pu découvrir. Il semblait alors que toute la vie se fût réfugiée dans les opinions extrêmes, et tout ce qui n'était pas violent et excessif en fait de politique ou de religion fut indifférent et inerte, vivant au jour le jour, sans principe et sans foi. » Fin de citation. Ces amalgames complexes et déconcertants mènent à une radicalisation des positions et se développent en thèmes essentiels dans Louis de Camors. Dans M. de Camors, pardon. Donc, l'hybridité se rencontre nettement, se rencontre donc au niveau thématique et esthétique, l'auteur s'appuyant d'une part sur des procédés éprouvés, tels qu'il a mis en œuvre dans des textes comme le roman d'un jeune homme pauvre publié en 1858, et d'autre part sur des pratiques nouvelles accueillies de plus en plus favorablement par le public et la critique. Feuillet a certes poursuivi le dessein d'objectiver son écriture dans M. de Camors, une volonté qui s'imposera à ses romans subséquents, dans lesquels certains critiques, tels que Jules Lemaître, ont constaté un défaut de symétrie qui se définirait comme, je cite Jules Lemaître, un mélange de réalité quelquefois brutale et de conventions souvent insupportables. Fin de citation. Mais Lemaître a vu dans M. de Camors une belle harmonie, grâce à laquelle l'auteur a pu réaliser une fine analyse des sentiments. Quoi qu'il en soit, le protagoniste, ayant adopté une position extrême, s'est mis dans une posture inextricable qui l'empêche d'harmoniser son tempérament avec son environnement. Ces liaisons amoureuses chaotiques, qui joueront un rôle de plus en plus prépondérant dans le récit, mettent en évidence l'impossibilité pour Louis de trouver une stabilité parmi les éléments épars qui composent son caractère et son entourage, ce qui l'amènera à s'isoler davantage. Cette existence déstabilisée et cette inadaptation auront des conséquences graves sur le plan même biologique, carrément, le héros succombant à une hépatite chronique. Finalement, c'est sur une note assez équivoque que se termine l'histoire de ce personnage amoral. Je cite. « Ainsi mourut cet homme qui fut sans doute un grand coupable, mais qui pourtant fut un homme. » Fin de citation. Au bout du compte, dans M. de Camors, se développe une hybridité qui sert non seulement à accentuer l'ambiguïté d'un type d'ambitieux moderne, mais à illustrer le danger insidieux qu'encourt tout défaut d'harmonie dans le tempérament et l'environnement. Alors, en conclusion, est-il possible de définir une esthétique de ce roman hybride, si on peut le nommer ainsi? Attendu que l'hybridation romanesque dans les années 1860 prend des formes diverses, il est tentant de répondre que la définition de cette esthétique ne peut qu'être difficilement mise au point. Néanmoins, il est certes envisageable de dégager des tendances dominantes. Donc, d'une part, il y a le métissage permet de créer sciemment ou involontairement une profonde ambivalence dans l'intrigue et les descriptions, ce qui a pour résultat soit de leurrer le lecteur, soit de faire apparaître devant celui-ci, un univers d'une complexité croissante. D'autre part, l'hybridation investit un champ discursif aux contours imprécis, à l'intérieur duquel la narration et les paroles disposent d'une latitude et d'un pouvoir important dans la délimitation dynamique de l'espace de l'action qui caractérise les œuvres métissées.
Enfin, l'hybridité offre au traitement thématique une perspective inattendue sur le nombre de mutations sociales et sur le rapport d'interdépendance qui peut s'établir entre la réalité et l'idéal. Merci.